La bataille pour la nationalisation de Mittal est la mère des batailles pour la nouvelle industrialisation que nous voulons. Aujourd'hui, on entend le RN dire proche du travail, souveraineté, patriote, mais derrière, il faisait toute obstruction pour que la loi ne soit pas votée à l'Assemblée nationale. Ce qui est encore plus grave, c'est que malgré le projet de Mittal de partir, annoncé, avéré, démontré, on continue à l'aider pour un soi-disant four électrique à Dunkerque. Tout le monde devrait être scandalisé. Bonjour à tous et à toutes. Merci de nous suivre pour cette première émission organisée par le Parti communiste français sur une question qui est centrale aujourd'hui et qui est liée à la question de la crise industrielle que notre pays traverse, notre pays et plus largement aujourd'hui l'ensemble des pays européens. On va donc aujourd'hui parler d'un sujet brûlant qui est ArcelorMittal. Et plus largement des politiques sidérurgiques ou des non-politiques sidérurgiques qu'il y a pu y avoir au sein de l'Union européenne et au niveau national également ces dernières années. Pour rappel, entre 1980 et 2020, c'est plus de 2 millions d'emplois qui ont été perdus dans le secteur industriel. Et pour la dernière décennie, uniquement dans le secteur sidérurgique, c'est plus de 100 000 emplois qui ont été perdus en Europe. Mais malheureusement, l'hémorragie ne s'arrête pas là, puisque aujourd'hui, on le voit encore, le peu de secteurs qui nous restent d'un point de vue sidérurgique est aujourd'hui menacé, avec notamment ArcelorMittal qui a fait la une de l'actualité ces dernières semaines et ces derniers mois, avec une une de l'actualité qui est marquée par à la fois des bénéfices records. On parle de bénéfices nets de plus de 3 milliards de dollars en 2025, donc qui est multiplié par 2,5 en un an. Et dans le même temps, un processus engagé de délocalisation qui devrait entraîner la suppression de 600 postes en France. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque aujourd'hui, ArcelorMittal a également annoncé que potentiellement, ce serait plus de 5 600 salariés en Europe qui seraient touchés, donc 1 650 pour la France uniquement, selon le comité d'entreprise européen. Une entreprise donc qui a touché aussi des subventions publiques, on y reviendra, et qui pour autant aujourd'hui délocalise sur un secteur qui est pourtant considéré par nos dirigeants européens comme essentiel parce qu'il nous permet d'assurer notre souveraineté, notre sécurité d'un point de vue industriel et plus largement d'un point de vue économique. On va revenir sur tous ces sujets-là et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des intervenants de qualité avec David Blaise, qui est secrétaire général adjoint de la CGT Métallurgie. Bonjour David. J'ai aussi à mes côtés Silvana Silvani, sénatrice communiste, et on reviendra sur la bataille parlementaire qui est en train de se livrer actuellement à l'Assemblée et au Sénat sur la nationalisation d'ArcelorMittal. Bonjour. J'ai aussi avec moi Marie-Ange Layé, qui est conseillère régionale communiste des Hauts-de-France. Mais on reviendra sur ton expérience personnelle. Tu as vécu de près la désindustrialisation pour avoir vécu dans deux régions sinistrées, j'ai envie de dire, la Lorraine et les Hauts-de-France, mais on y reviendra. Bonjour. Et enfin, Aymeric Seyssot, tu es responsable à l'exécutif du Parti communiste français sur les questions industrielles et au niveau de la commission entreprise. Bonjour à toi. Donc, on va pouvoir commencer. J'ai envie de poser une première question à toi, David, puisque vous êtes les premiers concernés, évidemment, en tant que salariés. La question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que vous attendez du débat public sur la nationalisation? Qu'attendez-vous des pouvoirs publics aujourd'hui pour protéger la filière sidérurgique et pour garantir que la production d'ArcelorMittal soit faite avec et au bénéfice des salariés et des populations en France et en Europe? Oui, alors tout d'abord, revenir quand même un petit peu sur l'historique, sur la prise de main de Mittal en 2006. Donc Mittal avait repris Arcelor, donc qui est devenu ArcelorMittal. Et juste pour rappeler quelques chiffres, c'est en 2006, il y avait 30 000 salariés dans le groupe ArcelorMittal. Aujourd'hui, on est 15 000 salariés. Donc déjà, on voit bien que là, la volonté de Mittal, c'était de se désengager progressivement déjà depuis cette époque de la France et de l'Europe, puisque en Europe, les autres sites européens, on n'en parle pas beaucoup, on en parle plus de la politique au niveau national, mais c'est la même chose, ils perdent des emplois comme nous, on le perd en France.
Et nous, la réponse qu'on attend, bah déjà, c'est une bataille de la CGT qui est menée dans toutes les entreprises du groupe, hein, puisque nous, on essaye de gagner aussi la bataille des idées, parce qu'aujourd'hui, politiquement, il faut mener cette bataille, mais le plus important, c'est de gagner une mobilisation des salariés pour qu'on gagne cette nationalisation d'ArcelorMittal. Donc effectivement, tu l'as rappelé dans ton introduction, aujourd'hui, l'acier, c'est une filière stratégique pour tout le pays, c'est une filière stratégique pour notre industrie et plus globalement pour toute l'Europe. Puisque, quelques rappels, si je prends une filière comme la construction, la production d'acier en Europe, rien que la construction, c'est 37% de la consommation, 19% pour l'automobile. Donc, c'est des filières qui sont importantes nationalement. Notamment, tu l'as rappelé, mais il y a aussi cette question de transition énergétique, puisque si on veut une vraie transition énergétique, on aura de gros besoins d'acier, notamment dans la construction, avec les bâtiments qui sont très consommateurs. Et évidemment, la bataille, elle est syndicale, mais nous, on a besoin aussi de s'appuyer, notamment sur les politiques, évidemment. Aujourd'hui, on s'appuie notamment on s'appuie sur LFI, sur le PCF, LFI qui l'a porté au niveau de l'Assemblée nationale et le PCF qui l'a porté pour la deuxième fois maintenant au niveau du Sénat, avec évidemment un appui des groupes de gauche. Mais nous, on ne gagnera pas cette bataille si on ne gagne pas la mobilisation dans nos entreprises. Et c'est une mobilisation qui doit être encore plus large, puisque c'est une mobilisation aujourd'hui que porte toute la CGT, d'autres branches professionnelles que la métallurgie. Donc voilà, il faut absolument qu'on gagne la bataille des idées auprès des salariés. Nous, on le fait à la CGT dans le groupe ArcelorMittal. On travaille beaucoup d'argumentaires sur cette question, puisqu'il faut réussir à convaincre les salariés. Aujourd'hui, c'est encore difficile, puisqu'il y a des salariés, quand on leur parle de nationalisation, ils nous disent « Mais écoute, David, qu'est-ce qui va se passer pour nous? On va devenir fonctionnaire, on n'aura plus de 13e mois, on n'aura plus de prime de ci, prime de ça. » Voilà, donc c'est politiquement qu'on doit gagner cette bataille. Et auprès des salariés, ça, c'est impératif. Sans les salariés, je pense qu'on ne gagnera pas la bataille. Tu évoquais à l'instant la situation en Europe de façon générale. Je sais que tu as toi-même pu avoir mené des négociations au niveau européen. Il se trouve qu'on a un commissaire européen aujourd'hui, Stéphane Séjourné, qui est français et qui est en charge de la question industrielle et qui a fait beaucoup de déclarations sur l'acier notamment et sur l'industrie en général en disant nous allons protéger, nous allons relancer l'industrie et nous allons assurer l'autonomie stratégique, donc qui est toute une rhétorique développée par Emmanuel Macron maintenant depuis quelques années. Mais dans les faits, la réalité, à quoi vous vous retrouvez confronté au niveau européen? Est-ce que vous avez une aide des pouvoirs publics au niveau européen? Alors, je vais juste reprendre quelque chose. Il n'y a pas de négociation avec Stéphane Séjourné, il y a des échanges. Parce que les négociations, ils ne connaissent pas, eux. Donc, on a eu une rencontre de tous les syndicats européens, d'Eurofer aussi. Donc, Eurofer, c'est les patrons de la sidérurgie, d'Industrial Europe. On a eu cette réunion le 1er octobre 2025 à Bruxelles. Donc, j'ai représenté la France pour toutes les organisations syndicales. Je suis intervenu dans cette réunion. Et donc, Stéphane Séjourné a présenté à cette époque son plan européen de l'acier. Donc, sur ce plan européen, il y avait la limitation des importations et les taxes douanières aux frontières qui allaient augmenter de 25%. Et derrière, la problématique qu'il y a dans tout ça, c'est qu'ils donnent des engagements au groupe ArcelorMittal, mais aucun engagement pour les salariés. Donc, moi, ce que j'ai dit à ces journées, c'est dans votre plan acier européen, OK, vous donnez des engagements à Mittal, mais derrière, conditionnalité. On vous donne ça, mais vous maintenez les emplois, vous développez vous avez une vraie politique industrielle sur le territoire français et en Europe, et là, on pourra discuter. Mais là, c'est toujours pas le cas, quoi. C'est qu'on donne beaucoup d'engagements à Mittal. On a donné aussi des engagements au niveau national avec récemment un contrat qui a été signé avec EDF sur 18 ans pour réduire le coût de l'énergie. Donc ça, on donne beaucoup d'engagements à Mittal, mais sans aucune contrainte. Donc nous, ce qu'on a répété à la Commission européenne, c'est beaucoup plus de contraintes pour Mittal si on répond notamment à ces demandes des patrons en général de la sidérurgie. Merci, c'est très clair, la question de la construction du rapport de force à l'échelle nationale et européenne, mais aussi sur à quoi sert la production finalement et à qui elle sert. Et je pense que
C'est absolument limpide et on va revenir sur cette question des salariés du territoire justement. Produire en Europe et produire, en France avec ArcelorMittal, ça a évidemment un impact sur nos territoires et donc Marie-Ange, tu es, conseillère régionale des Hauts-de-France, mais tu me disais, précédemment que tu venais de Lorraine, donc 2 régions sinistrées comme on l'a dit. Toi concrètement sur le terrain, comment ça se passe au niveau des Hauts-de-France et quelle serait l'incidence d'un départ d'ArcelorMittal de Dunkerque et à l'inverse, quelle serait l'incidence pour le tissu économique et pour les salariés au niveau, local, les populations d'une renationalisation d'ArcelorMittal? Alors, je me base sur l'expérience en Lorraine. Donc, je suis arrivée en 84 en Picardie, maintenant Hauts-de-France. C'était l'époque de 3 crises, la crise du bois, du textile, moi j'étais vosgienne, et de la sidérurgie. On a vu partir tous les fleurons de la sidérurgie, tous les grands sites sidérurgiques qui avaient été créés en Lorraine depuis le 19e siècle. On les a vus tous tomber les uns après les autres, comme des dominos. Et malheureusement, ce que j'ai remarqué, le rapport qu'il y a avec les Hauts-de-France, c'est que même si on modernise une unité de sidérurgie, de métallurgie, ça ne l'empêche pas de fermer et le patron finit à un moment donné par soit licencier, soit diminuer la production, soit diminuer le nombre d'emplois. Moi, je pense à Neuve-Maisons près de Nancy, je pense à Florange, je pense à Herserange à Gondange. Ce sont des sites en Lorraine qui, à un moment donné, ont fait tous les efforts nécessaires pour conserver les emplois, travailler la métallurgie, changer le matériel avec des hauts fourneaux plus récents, plus modernes, des méthodes de production différentes. Ça n'a pas empêché la Lorraine de subir de plein fouet une crise terrible. Et je me souviens de Longwy notamment, où ça a été particulièrement dramatique. Bon, maintenant, j'ai vu arriver au conseil régional Gaëtan Lecoq, qui nous avertissait de ce qui était en train de se passer à Dunkerque, et puis il était accompagné par des cégétistes de Mardic. Et là, on a pris au conseil régional, les camarades communistes ont pris la mesure de ce qui était en train de se passer. Et ce qui se passe, finalement, a une ampleur bien plus dramatique parce que maintenant, on est dans un système de mondialisation avec des multinationales qui s'emparent de fleurons de notre économie et de notre industrie, notamment la mère de l'industrie, c'est quand même la sidérurgie. Et David l'a bien dit, on a besoin pour la construction, l'automobile, pour d'autres industries, pour des sous-traitants, des équipementiers. On va en reparler tout à l'heure parce que je suis dans une région où il y a des équipementiers qui travaillent les métaux. Et du résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est dans une crise, à mon avis, encore plus dramatique que celle que j'ai vécue. Parce qu'à un moment donné, en Lorraine, on nous disait, il faut se rapprocher des sites de production, des littoraux, Dunkerque, Fos-sur-Mer, parce que votre minerai est plus faible en teneur de fer, la minette lorraine. Bon, et il faut se rapprocher des producteurs de métaux. Alors du coup, ça restait en France, on nous l'a fait croire. Et maintenant, c'est en train de quitter notre territoire et ça nous prive d'emplois très importants. Pour les Hauts-de-France, ça peut signifier des pertes d'emplois terribles. On a déjà parlé de près de 600 postes en moins, je crois que je ne me trompe pas, David, sur Dunkerque. Et puis, comment puis-je vous dire? Ça va être aussi des incidences dans d'autres professions. Le territoire ne va pas s'arrêter au Dunkerquois, ça ne va pas s'arrêter là. Les Hauts-de-France, c'est 5 départements, dont Nord-Pas-de-Calais, Picardie, et là, on est face à des vrais enjeux économiques. Si je peux encore me permettre de tenir un peu le micro, c'est de voir qu'il y a des entreprises en ce moment, dans l'Aisne, qui meurent à bas bruit, parce que ce sont de petites unités industrielles qui sont tenues aussi par des patrons étrangers, par des multinationales, soit des sociétés installées à Hong Kong, soit des sociétés japonaises qui ont repris par exemple un petit site à Crésancy qu'on a connu sous le nom de Lucher dans le passé, qui faisait de la métallurgie aussi pour l'industrie de guerre à l'époque. On a eu un certain nombre, on a Sonoco aussi qui va bientôt fermer. Ça c'est lent. Et eux, ils dépendent d'un site américain. Vous avez tout un tas de petites entreprises qui sont en train de tomber et qui ont besoin de métallurgie, qui ont besoin de la sidérurgie pour rester en place. Récemment, je suis allée aussi voir à Hirson, ex-Valeo.
Ils ont réussi à sauver leur entreprise. Et là, les camarades de la CGT sont en train de mener un combat pour conserver l'entreprise sur cette ville, cette petite ville du nord de l'Aisne, parce que c'est essentiel pour nous. Donc, c'est l'effet domino qu'on voit, que je retrouve de la Lorraine aux Hauts-de-France. Et ça, c'est un déchirement. Puis il y a aussi de vraies questions. Quand j'ai rencontré les camarades à Denain, c'est le premier site que j'ai été visiter. En même temps, je crois qu'il y avait Michel Gréaume aussi, voilà. Et il y avait Fabien Roussel aussi. Et les inquiétudes à Denain, c'était les suivantes. D'abord, une fermeture définitive du site. Des camarades CGTistes m'ont dit, mais si on arrête cette production, eh bien, c'est un peu comme les verreries. Quand on arrête de faire fonctionner les hauts fourneaux, quand on arrête, quand on arrête de chauffer finalement les fusions, eh bien, l'outil industriel est détruit. Leur inquiétude, c'est qu'ArcelorMittal, à l'époque, éteigne complètement l'activité à Denain. Et quand on visite Denain, on se rend compte de l'importance dans la ville qu'a cette entreprise. Bon, moi, j'avais un grand-père qui travaillait dans les mines du côté de Bruy-en-Artois. Il disait, mais quand le café du bout de la rue ferme, ça veut dire que l'entreprise va fermer aussi. Et là, Denain, cette rue où, au bout de la rue, il y a cette entreprise, où il y a Arcelor, c'est ça. C'est ça que craignent les employés. C'est ça que craignent aussi les habitants. Et on se sent quand même un peu isolés, et les populations se demandent à quelle sauce ils vont être mangés. C'est une véritable inquiétude. Merci, c'est tout à fait clair et merci d'avoir fait le lien à la fois sur la réalité locale que vivent les gens et les emplois indirects qui sont engendrés par la fermeture d'usines, mais aussi le contexte géopolitique mondial quand on dit que l'acier fait partie des filières sensibles qui peuvent assurer notre souveraineté et notre sécurité industrielle, mais à l'inverse, qui aujourd'hui se retrouvent au cœur d'une guerre commerciale à l'échelle mondiale avec des prédations très fortes de la part de puissances étrangères, notamment, tu as évoqué le Japon, la Chine, il y a les États-Unis évidemment qui sont fort présents sur ce secteur-ci. Et donc à l'inverse, et c'est un petit peu, je crois, le sens que voulait donner Sophie Binet lors de son intervention au Sénat il y a quelques jours encore, la question de l'acier aujourd'hui, c'est une question de souveraineté bien au-delà du champ politique de gauche, on va dire, et communiste. Pour autant, je pense que ça va de pair, la bataille que nous menons actuellement pour la nationalisation d'ArcelorMittal, avec un projet plus global pour notre industrie et pour la maîtrise de notre production industrielle à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Donc, Aymeric, est-ce que tu peux nous exposer un peu plus donc, comment ArcelorMittal s'ancre dans ce projet-là? Je ne sais pas, mais en tout cas, réagir. David et Marie-Ange viennent de nous dire des choses très simples. La désindustrialisation, ici sur l'acier, c'est une catastrophe sociale pour les travailleurs eux-mêmes, c'est une catastrophe pour nos territoires. Ça alimente ce sentiment de déclassement qu'on entend un peu partout dans le pays, avec les vautours de l'extrême droite qui viennent surfer sur les usines qui ferment en disant votez pour nous et ça n'arrivera plus, ce qui est un mensonge, mais j'y reviendrai. Mais je crois qu'on a besoin de redire aujourd'hui pourquoi nous défendons un renouveau industriel que nous nommons nouvelle industrialisation. Il n'y a pas d'avenir dans le pays. On est en train de se réveiller du cauchemar de la société post-industrielle. Ou en tout cas, on se réveille en plein cauchemar, en sueur, en pleine nuit, en se disant comment on va faire. Il faut rappeler que l'industrie, pour un emploi créé dans l'industrie, c'est 3 à 4 emplois induits. Rappelez aussi que les salaires sont un peu plus hauts que dans les services, de 20%. Donc, produire des richesses, ça remplit les caisses sociales dont on a besoin, ça crée des richesses dans le pays, et c'est une des solutions à la crise climatique que nous traversons. Peut-on vivre encore longtemps quand le Made in France, comme on dit, c'est un tiers, en comptant large, de ce qu'on achète dans le pays, 9 produits électroniques, appareils électroniques sur 10, et 9 sur 10 environ de nos vêtements sont produits à l'étranger. C'est évidemment une catastrophe écologique parce que ça vient de très loin. C'est une catastrophe sociale pour les raisons que je viens d'exposer. Et donc, on a besoin de réfléchir, si nous considérons qu'il faut lutter contre la crise climatique, à comment on produit au plus près de nos besoins, émancipés,
de la recherche de profit à court terme et du court-termisme capitaliste qui emmène le monde du travail et la planète tout entière dans sa chute. Et c'est particulièrement vrai pour Mittal. Il se refuse aujourd'hui, il joue au chat et à la souris avec l'État sur les investissements pour décarboner la sidérurgie française, alors qu'il investit ailleurs, hein, il investit aux États-Unis, et qu'il ouvre à Bâle des fours au charbon en Inde. Et j'ai pas regardé comment ça se passait du côté du Brésil, mais à la fin, on n'a qu'une seule planète. Donc il faut les garder ici pour les maîtriser. Ensuite, je voudrais dire un mot pour lever immédiatement une ambiguïté. Mittal fait pas tout ça parce qu'il est indien et qu'on aurait des bons en France. On a vu Bardella accueillir sur son épaule les pleurnicheries de Bernard Arnault. C'est une fumisterie. Ce pays est devenu champion d'Europe des dividendes et nous avons le patronat le moins patriote d'Europe. 62% des emplois des grands groupes français sont à l'étranger. Donc, il faut, à mon avis, désigner assez vite les ennemis des travailleurs et regarder bien comment Mittal, parmi d'autres, avec tout le patronat français, prenons l'exemple de l'automobile, David en parlait, c'est une des filières importantes alimentées par la sidérurgie. Sur les 10 voitures les plus populaires achetées par les Françaises et les Français, par nous tous, celles qu'on a dans nos rues, devant chez nous et dans nos garages si on a une maison, eh bien, il n'y en a que 2 sur les 10 qui sont produites en France. C'est à ça qu'il faut mettre un coup d'arrêt assez vite. Et pour revenir à Mittal, il ment sur toute la ligne. Il ment quand il dit que la question de l'énergie, qui est une vraie question pour la question industrielle, je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir trop aujourd'hui, mais lui, il a négocié des prix plus bas que le prix du marché avec EDF pour alimenter ces centrales. Je crois même, je parle sous le contrôle de David s'il a des informations, que les contrats sont en cours de renégociation pour 2026. Voilà aussi pourquoi il nous met la pression. Il ment quand il dit qu'il est insuffisamment soutenu par l'État, puisqu'il a un chèque qui l'attend d'environ 800 millions, hein, la petite affaire, 800 millions d'euros garantis, accepté par la Commission européenne, de l'État français, accepté par la Commission européenne. Il nous dit qu'il ne va pas investir à Dunkerque, qu'il va investir, qu'il ne va pas investir. En tout cas, il s'est abreuvé d'argent public, comme tout le patronat œuvrant de manière malfaisante sur le territoire national. Rappelle des 211 milliards chaque année auxquels on ne s'attaque jamais, qui part à fond perdu dans les caisses du patronat français et de tous ceux qui œuvrent en France, et encore une fois avec le patronat le moins patriote d'Europe. Voilà pourquoi il faut les mettre sous contrôle public et d'urgence. J'ajoute un mot. La bataille sur la nationalisation est importante, mais la bataille sur la nationalisation, c'est pour garantir que les emplois ne partent pas et ne partent pas à l'étranger. David aurait pu vous parler de toutes les fonctions support qu'il est en train de rapatrier un peu partout et notamment en Inde. Et c'est une bataille pour l'investissement. C'est-à-dire que si Mittal investit, crée de l'emploi au lieu de le détruire, on pourrait discuter. La réalité, c'est que, je parle à nouveau sous le contrôle de David, je crois qu'à la fin des années 90, c'est il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais un peu plus jeune, eh bien, on avait plus d'un quart de la production d'acier mondiale sur le territoire européen. C'était, si je me souviens bien, 15% dans les années 2012 et aujourd'hui on est à moins de 10, 8, 9 dans ces eaux-là. Voilà ce qu'il faut conjurer de toute urgence parce que notre appareil productif est à l'os et qu'on a besoin de l'acier et de l'acier produit ici pour alimenter nos filières industrielles. Parce que le dernier mensonge de Mittal, c'est qu'il nous dit mais moi, vous comprenez, il y a les Chinois, on n'est plus concurrentiel. Mais il est un fait que la Chine produit aujourd'hui la moitié de l'acier mondial. C'est beaucoup de production, c'est beaucoup de tonnage. Mais l'essentiel de leur production, je n'ai pas les chiffres, mais je crois que c'est autour de 88-90% à peu près. Je vois que David acquiesce, c'est que je ne suis pas complètement dans le faux. Eh bien, ils l'utilisent pour leur industrie.
Et nous voulons faire la même chose. Nous voulons relocaliser nos productions et utiliser l'acier français et européen pour produire ici, au nom de l'emploi, au nom des richesses produites et au nom de la transition écologique. Les investissements, par exemple, sur un site, regardons ce qu'il fait. Moi aussi, j'ai un petit site Mittal sur mon territoire. On appelait ça les forges de Bassindre. C'est un imaginaire très important. C'était encore des milliers d'emplois il y a quelques années. Ils sont aujourd'hui plus que de 300. Regardez bien le mécanisme. L'acier chromé. Donc l'acier chromé, c'est les boîtes de conserve. J'ai l'impression qu'il y en a toujours dans nos supermarchés. Il va être interdit à la production en Europe dans quelques années. On a besoin, pour le site de Bassindre, de changer les lignes de production pour quelques dizaines de millions de dollars, d'euros, pardon, je ne sais pas pourquoi je me mets à parler en dollars. Rappel aux 211 milliards là, qui partent à fond perdu tous les ans. Donc, une petite poignée de dizaines de millions d'euros pour le site de Bassindre, parce que sinon, la production va être interdite. Et pour autant, on va toujours pouvoir en importer. Donc, il faudrait que ça s'arrête, les règles de concurrence déloyale, et on a besoin donc de nationaliser et d'investir. Je suis un peu long, donc je vais au but. La bataille pour la nationalisation de Mittal est la mère des batailles pour la nouvelle industrialisation que nous voulons. C'est une œuvre de salut public. Si l'État prenait une toute petite ponction de ces 211 milliards qu'il ne remet jamais en question dans aucun des budgets, on va faire la poche aux collectivités locales, il y a des municipales qui approchent pour prendre 4 à 5 milliards, on essaye, on négocie, on s'engueule avec les associations d'élus et on ne touche jamais ces 211 milliards-là. Et même si la nationalisation, c'est quelques milliards plus peut-être 1,7 milliard d'investissements à Dunkerque, la même chose à Fos, je vous ai parlé de mon site, il y a encore d'autres besoins, c'est qu'une toute petite ponction d'argent public sur ce qui est dépensé tous les ans. Donc, c'est une œuvre de salut public. On peut obtenir un consensus large sur cette question, dépassant parfois les filières partisanes, les camps partisans, parce que quand on donne tous ces chiffres, quand on en parle avec les gens, ils comprennent bien. Et donc, on a besoin de la bataille courageuse que mènent nos parlementaires à l'Assemblée. Et je sais que Sylvana a mouillé la chemise aussi sur Novasco, sur d'autres filières. On a besoin, évidemment, de la lutte des travailleurs qui détiennent dans leurs mains une partie du rapport de force sociale. Et on a besoin de forces politiques agissantes. La réponse du Parti communiste français, ça a été de travailler évidemment avec nos élus, de travailler avec les syndicalistes. Et on a réuni dès janvier de l'année dernière, avec Fabien Roussel, une série de syndicalistes à huis clos pour discuter de la situation. Et puis, on a sorti une pétition, parce qu'il faut que la population s'en mêle au-dessus aussi. Donc, lutte sociale, lutte parlementaire et bataille politique. Et cette bataille-là, on peut la gagner, on doit la gagner, sinon on va vers de grandes déconvenues pour notre appareil productif et pour la richesse nationale. Merci beaucoup et ça fait justement bien la transition avec la bataille parlementaire. Donc tu l'as dit, la question c'est comment construire un rapport de force qui nous est favorable et ça se passe, David le disait, par la mobilisation des salariés, ça se passe par, l'information à la population et ça se passe bien évidemment au parlement, aussi avec, une conférence de presse qui a eu lieu la semaine passée, il me semble organisée par le groupe communiste, au Sénat, en présence également de, Stéphane Peu, le président du groupe, GDR, à l'Assemblée nationale, Sophie Binet, secrétaire générale et avec, le 25 février donc, la proposition de loi du groupe communiste qui sera débattue, au Sénat et aussi une mobilisation qui aura lieu par les salariés devant la chambre haute. Sylvana, tu étais, très impliquée sur ce dossier-là. Tu viens de Meurthe-et-Moselle qui est aussi une autre région, frappée par la désindustrialisation. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette bataille parlementaire, justement des relais qu'on a et des obstacles qu'on rencontre aussi? Mmh, merci. D'abord, l'ordre je trouve que l'ordre d'intervention est d'autant plus pertinent qu'il reflète bien l'ordre dans lequel, je trouve, se passe à la fois la mobilisation. On est dans cette logique-là d'accompagnement, à un moment donné de la mobilisation des salariés, mais j'ai envie de dire de tous les citoyens parce on a connaissance maintenant. Tu disais quand on crée un emploi sidérurgique, c'est 3 emplois, hem, que je sais pas quel induits, c'est pareil dans l'autre sens. Quand on supprime
un emploi dans la sidérurgie, c'est au moins 3 emplois induits, supprimés également, hein. Ça va dans les 2 sens et je trouve cette illustration-là, intéressante. Il se passe quoi, au niveau, parlementaire? En octobre dernier, on a, présenté, une proposition de loi, pour la nationalisation d'ArcelorMittal, des actifs et incluant aussi, prise en main des brevets, parce que sans les brevets, on on va pas très loin. Dans le même temps, on avait eu, une annonce d'un énième, PSE depuis avril. Je veux insister sur le fait qu'au moment où on présente cette proposition de loi, on est en lien avec les organisations syndicales. C'est pas d'abord les parlementaires, on construit une proposition de loi et après on voit en cause. C'est vraiment dans l'autre sens. Je regardais là, j'ai encore dimanche un courrier de la CGT Métallurgie de Florange qui explique dans quel état est le site. Ça, c'est quand même important de le préciser. Donc en octobre dernier, hem, je le précise parce que chaque groupe politique a ce qu'on appelle, au Sénat, mais aussi, à l'Assemblée, mais au Sénat, heu, a ce qu'on appelle un espace réservé. C'est-à-dire que, dans cet espace-là, le groupe politique, décide des textes qu'il présente. Nous, on a un tout petit groupe au Sénat, donc on a un tout petit espace. Une fois par an, on a 2 heures et demie d'espace libre où on décide des propositions de loi qu'on va, soumettre, dans l'hémicycle. Donc en octobre, on avait choisi notre, proposition de loi concernant, la nationalisation d'Arcelor. Le Sénat a rejeté cette, proposition de loi, pas complètement unanimement à droite, parce qu'il y a aussi des parlementaires qui sont sensibles à ce qui se passe sur leur territoire, heu et qui sont interpellés parfois par, des citoyens, des gens qui travaillent, des syndicats et qui sont directement parfois concernés et c'est pas majoritaire, hein, mais ils l'ont fait également. Quand, la proposition de loi émanant de l'Assemblée est votée à l'Assemblée, pas de façon, ultra, majoritaire, mais votée, nous avons décidé, effectivement de la reprendre dans l'espace qui nous est réservé et donc qui a lieu, ce mercredi demain après-midi. On aurait pu faire le choix d'une autre proposition de loi, mais il nous a paru indispensable et cohérent de poursuivre le débat. D'abord par cohérence, politique, mais aussi parce que le contexte, malheureusement, à la fois nous donne raison et le contexte s'aggrave. C'est pas demain la simple reprise d'un texte de loi qu'on avait déjà présenté en octobre. C'est entre-temps, le plan social, se met en place, les situations évoluent et entre-temps, moi je voulais quand même insister, tu as parlé des 211 milliards, pardon, ouf, des 211 milliards d'aides publiques sans contrepartie, parce que je pense pas qu'ils aillent nulle part, ils vont quelque part, mais sans contrepartie. J'ai envie d'évoquer ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a eu un petit show, à Dunkerque, avec Macron présentant le projet de four électrique, hein, où on était, c'est les syndicats de Dunkerque qui l'ont bien détaillé la semaine dernière. Le projet, c'était 2 fours. Bon, c'était pas assez, mais 2 fours, OK, allons-y, pour, un peu plus d'1 milliard. En fin de compte, c'est 1 four pour le même prix. Donc, apparemment le prix du four a largement augmenté entre les 2. Ce qui est important de savoir, c'est que la moitié de l'investissement, c'est de l'aide publique. C'est ça le contexte. C'est parce que quand on demande, la nationalisation dans une proposition de loi, c'est aussi et c'est pour ça qu'il faut insister, c'est parce que ce contexte évolue, hein, sur la situation d'Arcelor. Comment puis-je, poursuivre? Je poursuis? Oui, moi j'ai quand même une question pour rebondir. Tu disais, il y a certains parlementaires des droites qui pourraient voter s'ils sont,
sensibilisés par rapport à leur territoire, qui qu'auraient conclu voter à la nationalisation. Quid des autres groupes de gauche au Sénat? Est-ce que les Verts et les socialistes, par exemple, vont voter la nationalisation? Est-ce que dans les députés, les sénateurs, pardon, centristes, il peut y avoir aussi des relais ou pas? Bah, à gauche, ils ont voté. Ils ont voté le texte. Après, la gauche n'est pas majoritaire. Le Sénat a cette différence-là avec l'Assemblée, c'est qu'au Sénat, il y a une majorité absolue et elle est à droite. Entre les républicains et les centristes, il y a une majorité absolue, ils ont besoin de personne pour prendre des décisions, ni discuter. Et si toute la gauche vote unanimement un texte, il passe pas. C'est dans ce sens-là. Je précisais, parce qu'il y a des élus en Meurthe-et-Moselle, soit, mais il y en a aussi en Moselle. On est nombreux à être les enfants ou à avoir grandi euh, dans un contexte de désindustrialisation. On est relativement nombreux à se souvenir de ce que ça fait sur un territoire, sur une commune, et surtout à savoir qu'aujourd'hui, sur certains territoires, le dernier employeur, le dernier gros employeur, on ne peut pas parler des 2 ou 3 salariés qui sont chez tel ou tel artisan ou dans tel ou tel commerce, ça n'a rien de dégradant, mais c'est pas des gros employeurs. Les gros employeurs, ils sont là. C'est-à-dire que si on perd encore un peu plus de sites, c'est des régions et des communes complètes qui sont, qui sont dévastées en fait, hein. Je parle pas d'esthétique, je parle pas parce que ça a fait des dégâts quand même, on regrette nos fourneaux, mais ça a fait des dégâts quand même, en termes, environnemental. Mais le dégât le plus important, c'est l'effet que ça a sur la vie quotidienne. On fait quoi? On fait quoi maintenant, alors que, c'est les gens de Dunkerque aussi qui en parlaient. De génération en génération, les uns après les autres, on allait travailler dans cette usine-là. Comme pour d'autres, on va travailler dans cet hôpital-là. C'est des employeurs un peu phares sur des territoires. La disparition, on a parlé des emplois, on a parlé des compétences, mais c'est toute la vie d'un territoire qui est impactée. Les familles, le logement, les services, tous les prestataires aussi qui travaillent autour de. C'est dans ce sens-là où les territoires sont impactés. Il y a des élus à droite qui sont sensibles parce qu'ils l'ont vécu et qui savent ce que ça peut faire sur les communes où ils sont si ces sites-là disparaissent. Après, ne soyons pas dupes. Ces décisions, elles ne sont pas d'ordre économique, elles ne sont pas d'ordre social, elles sont d'ordre politique. Les choix qui sont faits au Sénat, dans l'hémicycle, c'est des choix politiques. On peut être d'accord avec une idée, pour autant, ça va dépendre de qui la propose. Et ça va dépendre aussi du contexte dans lequel on est. Aujourd'hui, c'est dans ce sens-là où je parle du contexte. Notre contexte, c'est aussi un contexte électoral. On est en campagne électorale, enfin peut-être pas personnellement, mais en tout cas notre contexte c'est ça. On n'arrête pas d'évoquer les différentes échéances. De part et d'autre, on ne va pas faire de cadeaux au camp d'opposition. Non, mais quelque part, ce que tu dis, c'est que cette question de la nationalisation. Mais par contre, ce que tu dis, c'est que la question de la nationalisation, et je crois que c'était un petit peu les mots de Sophie Binet également, c'est une question de souveraineté nationale de façon générale. Et quelque part, même si certains sénateurs s'apprêtent à voter pour raisons idéologiques plutôt que pour raisons concrètes, c'est se tirer une balle dans le pied parce que derrière, c'est l'ensemble des territoires qui vont être impactés d'un point de vue économique, c'est l'ensemble des populations. Et donc, c'est aussi, au final, leur électorat qui va être impacté. Donc, la question, je crois, c'est, et c'est ce que vous avez décrit jusqu'à présent fort bien, je pense, c'est la question de cette construction du rapport de force, et au niveau institutionnel et en dehors, puisque au final, les institutions ne sont que le reflet de ce qui se passe dans la société et du contexte général que tu viens décrire très justement. Moi, j'aimerais bien peut-être que, David, tu rebondisses d'ailleurs par rapport à ça et avec une question très particulière parce que Sylvana, tu viens d'évoquer
la question de l'annonce par Emmanuel Macron de la construction de fours électriques à Dunkerque, avec un investissement massif. Tu parlais de 50% d'investissement de l'État. Est-ce que les revendications salariales ont été écoutées? Est-ce que ça va avoir un impact sur l'emploi? Est-ce que les pouvoirs publics se sont penchés un petit peu sur cette question-ci, ou est-ce que c'est encore un chèque en blanc fait à une multinationale pour au final pas forcément préserver ni l'emploi ni la transition écologique que l'on évoquait précédemment? Alors, je voulais rebondir sur plusieurs interventions, donc pour quelques précisions, hein, notamment Emmerich, donc la Chine, c'est 93% de leur production d'acier qui est dédiée à alimenter leur filière industrielle. Aujourd'hui, le principal apporteur depuis 2024 d'acier en Europe, c'est l'Inde. Et aujourd'hui, Mittal, il investit où? En Inde. Et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la Commission européenne avec l'Inde? Un accord de libre-échange, donc des aciers qui pourraient massivement arriver en Europe en étant détaxés. Même chose pour le Brésil. Le Brésil, juste pour préciser la différence avec l'Inde, c'est que c'est des aciers verts décarbonés, donc par aciérie électrique. Donc même chose cela dans le cadre de l'accord Mercosur qui était signé. C'est des aciers qui pourraient arriver encore une fois en Europe, et ces aciers-là, une nouvelle fois détaxés, et Mittal investit massivement au Brésil. Donc, on voit bien clairement la stratégie du groupe ArcelorMittal, c'est des investissements massifs en Inde et au Brésil, et 1 milliard aux États-Unis. Aux États-Unis, pourquoi? Puisqu'il y a aussi des taxes qui sont mises en place. Donc, Mittal a investi 1 milliard, notamment pour les aciers, spécifiquement pour la filière automobile. Sur l'annonce de Macron, alors moi, c'est plutôt bizarre que ce soit une annonce de Macron, parce que pour moi, ça aurait dû être une annonce de Mittal, puisque aujourd'hui, c'est quand même le patron d'ArcelorMittal jusqu'à présent. J'espère que Macron sera un jour le patron d'ArcelorMittal si on nationalise. Mais voilà, donc cette annonce, alors, elle nous a pas convaincus du tout. Alors, notamment sur l'aspect social, mais sur l'aspect économique et sur l'aspect industriel, puisque je ne sais pas si je l'ai dit dans mon introduction, mais ce four électrique produirait 2 millions de tonnes d'acier. 2 millions de tonnes d'acier. Aujourd'hui, l'usine de Dunkerque produit 6 millions de tonnes d'acier. Donc le delta, c'est moins 4. Donc ces aciers-là, ils vont être fabriqués ailleurs. C'est clair et net. On a l'expérience aujourd'hui en Espagne. Il y a un four électrique qui est de haute technologie, qui ne crache que 1 million de tonnes d'acier. Donc les 2 millions de tonnes sur le four électrique qu'on nous annonce, techniquement, on n'y croit pas. Et il y a un autre sujet aussi, c'est notre capacité à fournir suffisamment d'électricité pour alimenter ce four électrique. Aujourd'hui, on n'est pas en capacité. Alors Mittal nous dit techniquement si on a une ligne à 200 000 volts haute tension, mais apparemment il nous faudrait plutôt une 400 000 volts pour répondre aux besoins énergétiques de ce four électrique. Donc ça, c'est aussi un gros problème. Autre sujet, je voudrais revenir aussi sur un élément qui me paraît important, que nous, on a pointé à plusieurs reprises, c'est cette question de la navette Assemblée-Sénat. C'est juste pour rappel, à l'Assemblée nationale, le RN a fait de l'obstruction pour que ce ne soit pas voté. Donc c'était voté très très tard, à la dernière heure. Hein. Donc il faut bien le rappeler, c'est qu'aujourd'hui, on entend le RN dire proche du travail, souveraineté, patriote, mais derrière, il faisait toute obstruction pour que la loi ne soit pas votée à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on rappelle aussi systématiquement aux travailleurs, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas du côté des travailleurs, ils sont du côté du capital. Et ça, je pense, c'est important de le répéter et de marteler ça dans nos usines. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi bien comprendre aux salariés, que ce n'est pas avec le RN qu'on gagnera la nationalisation, mais c'est bien avec les autres groupes parlementaires. Merci, c'est très clair, et ne relâche pas le micro, parce que j'avais quand même une autre question pour toi, parce qu'on a autour de la table 3 élus, parce que Émeric n'est pas là à ce titre, mais il évoquait la Loire-Atlantique aussi, où il est élu à Nantes. Qu'est-ce que vous attendez des élus? Sylvana disait très justement tout à l'heure que le rôle du groupe communiste au Sénat n'était pas de se substituer aux salariés, mais bien de travailler main dans la main avec eux. Qu'est-ce que vous attendez de la part des élus au niveau national aujourd'hui? Alors nous, c'est très clair à la CGT depuis le début, on le dit, hein, que ce soit au niveau national ou au niveau de la CGT d'ArcelorMittal.
c'est pas les politiques qui vont nous dire comment on doit faire. Nous, on apporte des éléments aux politiques, on propose des choses, et eux, évidemment, nous, on n'a pas la main sur les votes à l'Assemblée, on n'a pas la main au Sénat, mais évidemment, il faut que ce soit porté politiquement. Et ça peut être porté politiquement, massivement, et bien faire changer aussi des avis, notamment Sylvana l'a dit, par rapport à certains de la droite. C'est que nous, c'est aussi les salariés et les populations qui devons mettre la pression sur ces élus locaux. Puisque aujourd'hui, il y en a vont se retrouver en grande difficulté. On a un exemple avec Xavier Bertrand. Bertrand, à plusieurs reprises, on l'a interpellé, la CGT, sur cette question de la nationalisation. Une fois, c'est vert, c'est rouge, mais il est en difficulté aujourd'hui. Parce qu'il sait très bien que si derrière une usine comme Dunkerque venait à fermer, il sera en grande difficulté sur son territoire. Donc, moi, je pense Sylvana l'a dit, il faut qu'il réfléchisse pas simplement politiquement, mais qu'il réfléchisse aussi socialement. Et quelle politique industrielle on veut pour notre pays. Parce que on le voit avec la situation géopolitique, là. Aujourd'hui, il faut se le dire, on n'est pas loin d'avoir une guerre, quoi. Donc ça, c'est plutôt inquiétant, quoi. Donc, il faut absolument qu'on ait un État souverain avec une vraie politique industrielle, puisque demain, si on n'a plus d'acier sur le territoire national, eh ben, on va être bien embêté, hein. Très embêté même, hein, parce que c'est toutes les filières qui vont être fracassées. Donc voilà, nous, on dit une réelle politique industrielle, et aujourd'hui, on préfère, dans l'actualité, nous parler de l'insécurité, nous parler de l'immigration. Aucun débat politiquement sur les questions industrielles. C'est dramatique. Et ça, je pense que le gouvernement, il faut qu'il revienne absolument sur cette question. Moi, je vois à plusieurs reprises le ministre de l'Industrie, Martin. Franchement, c'est compliqué, quoi. Quand on leur pose des questions, c'est quoi votre politique industrielle? Il n'y a aucun schéma, quoi. C'est au jour le jour, c'est les pompiers de service. La boîte, elle ferme, on les appelle et on essaie de régler les problèmes. Mais c'est pas ça, avoir une politique industrielle. C'est de être posé sur la table, puisque là, on va se retrouver évidemment en grande difficulté. On y est déjà sur plusieurs filières, l'automobile, l'acidé. Donc là, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est dramatique pour les travailleurs. C'est très clair. Et justement, sur Xavier Bertrand, tu viens, Marie-Ange, des Hauts-de-France. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des débats qu'il peut y avoir au Conseil régional des Hauts-de-France sur cette question spécifique d'ArcelorMittal et des relations qu'il peut y avoir ou des débats qu'il peut y avoir avec la droite et l'extrême droite aussi, qui est extrêmement présente sur le territoire? Alors, je suis comme Sylvana, nous sommes un groupe minoritaire, nous sommes 4 communistes sur 170 élus. Nous avons formé un groupe avec les socialistes, donc nous sommes 13, et on essaye à chaque fois de défendre des vœux, des motions et poser des questions à l'exécutif de Xavier Bertrand à chaque fois qu'une entreprise est menacée. Quand on a rencontré Gaëtan Lecoq, on a décidé de déposer une motion de soutien. C'était en novembre. On a rencontré Gaëtan, je crois, le 14 novembre, et à peu près 10 jours après, il y avait une séance plénière. C'est moi qui ai posé la question au nom de notre groupe communiste, et c'était une motion de soutien, et on espérait l'avoir votée majoritairement. Ça arrive, on avait déposé un vœu pour Lubelin et tout le monde l'a voté. Là, pour Arcelor, ça ne s'est pas passé comme ça. On a d'abord dû défendre l'urgence de la motion, c'est-à-dire sur la forme, ce qui a permis de critiquer le texte, notamment parce que nous n'avions pas évoqué la question européenne. Or, comme dit David, c'est quand même des emplois localisés à Dunkerque, et c'est ce bassin-là qu'il faut sauver, et les Hauts-de-France qu'il faut sauver de la désindustrialisation qui continue et la délocalisation. Donc, la motion a été rejetée. Seule la gauche l'a votée, peut-être parce que ce sont des votes secrets, peut-être d'autres de droite modérée, je pense, mais elle a été rejetée. Un peu plus tard, Sophie Binet est venue à Dunkerque avec tous les syndiqués CGT de tous les sites Arcelor de France. J'ai retrouvé des gens que j'avais rencontrés en Lorraine. Et là, une élue envoyée par Xavier Bertrand a dit « Ah !» Et là, on était au mois de mars. Nous, on l'avait proposé en novembre. Il faudrait peut-être un vœu, une motion de soutien.
Alors d'accord, j'en ai profité pour dire que la mienne avait été refusée et ça a été reproposé et c'est en fait un texte du Césaire qui est réapparu, et c'est là-dessus que la droite s'est appuyée pour voter cette motion. Nous l'avons votée, bien sûr, soutien Arcelor, ça ne se refuse pas. Ce que je constate, c'est que, ils sont englués dans, que ce soit Xavier Bertrand ou la droite, ils sont, enfin quand même, ils sont très nombreux, hein. Vous enlevez, les quelques élus de gauche, en comptant LFI, les écologistes, les socialistes et cetera, on est très peu nombreux et ils suivent comme un seul homme, c'est ce qu'on disait, malgré les enjeux territoriaux qu'ont les élus, ils votent comme un seul homme ce que, demande de faire politiquement, l'exécutif. Donc moi, j'ai des doutes sur la possibilité de gagner, des voix, de droite, sur ces questions-là. Je l'espère, hein, comme toi, comme vous tous. Et résultat, englués dans cette, vulgate, capitaliste au fond, ils n'arrivent pas à s'en dégager pour dire: «Il faut nationaliser pour sauver nos industries et notamment Arcelor et notamment la sidérurgie». Donc on est face à ce problème-là. Et puis, d'autre part, c'est la course à l'échalote parce que Xavier Bertrand a proposé avec l'exécutif 2 dispositifs, un qui s'appelle Proche orientation pour les élèves et l'autre Proche emploi. Proche, ça veut dire recruter dans nos territoires des emplois et faire des formations en rapport, mais avec quoi? Puisqu'on perd nos industries, on perd les patrons aussi, on perd l'entreprise. Donc comment nos gamins vont trouver à valider un CAP, faire une formation quand l'entreprise n'existe déjà plus? Moi, j'ai parlé de Lubelin, par exemple. Bon, c'est pas la sidérurgie, mais comment on va faire des formations en agroalimentaire si on peut pas aller faire un stage dans l'entreprise locale? Et Proche emploi, c'est aussi ça. Donc, j'ai des doutes sur la création d'emplois quand tout notre tissu industriel est en déshérence et on délocalise. Et voilà, c'est la grande inquiétude que nous avons. Mais alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que tu dis 2 choses. C'est d'une part que, la fermeture d'ArcelorMittal et c'est ce qu'on dit depuis le début de ce plateau, va avoir des incidences sur d'autres entreprises Mais aussi oui. plus petites et donc du coup, y compris, enfin, je veux dire, si on veut défendre les tissus des PME notamment ou des petites et moyennes entreprises ou des entreprises plus petites qu'ArcelorMittal, eh bien, en fait, le fait qu'ArcelorMittal reste dans la région, c'est important et l'autre chose que tu viens de dire, aussi, mais j'insiste là-dessus parce que David le disait précédemment, c'est que au niveau du conseil régional également, le Rassemblement national ne vote pas pour le maintien d'ArcelorMittal et pour sa nationalisation. Donc encore une fois, on voit qu'il y a une contradiction entre l'affichage social et la réalité qui est qu'aujourd'hui, on a un parti d'extrême droite qui est à la solde du grand patronat en réalité et du grand patronat qui Oui. n'hésite pas à délocaliser ailleurs. Je peux même donner un exemple qui n'a pas de rapport avec Arcelor, mais qui m'a un petit peu interpellée. C'est quand on a manifesté pour le maintien de l'entreprise Belin à Château-Thierry, qui est une vieille entreprise récupérée par l'U et appartenant à Mondelez, qui est une société, une multinationale américaine. Et on a vu débarquer le député local, le député d'extrême droite, parce que nous, on a 4 députés d'extrême droite dans l'Aisne sur 5 et un député de droite dans le nord du département qui survit à tout ça. Bon, eh bien, il s'est pointé, il s'est fait prendre en photo devant l'entreprise LU, hein, et puis après il est parti. Est-ce que j'ai vu quelque chose d'un débat à l'Assemblée pour défendre notre territoire du sud de l'Aisne? Non. Et je lisais dans l'Humanité une intervention des élus du Dunkerquois, notamment Delphine Castelli, qui est communiste, qui est à la mairie de Dunkerque, et qui disait ce qu'apportait ArcelorMittal la sidérurgie au territoire du Dunkerquois, à la commune, avec les taxes, elle disait qu'on chauffait 6000 logements, hein, c'était dans l'Humanité, je ne sais plus quel numéro, et je les ai dans ma pochette si vous voulez. Et le résultat, c'était que 6000 logements étaient chauffés grâce à la production, grâce à la chaleur produite par l'entreprise Arcelor. Qu'est-ce qui se passe quand on ferme? Que les taxes permettent d'abonder la gratuité des transports publics, qu'on peut produire de l'électricité à partir du gaz produit par l'entreprise. Ça, c'est du technique. Alors, je m'appuierai plutôt sur David là-dessus. Mais qu'est-ce qui va se passer si on ferme? Et puis, puisqu'on parle du RN, parlons-en.
Moi, je suis dans un département dans l'Aisne où il y a énormément de députés RN. Non, mais je vous jure, hein, je les ai en face très régulièrement. Et puis à l'assemblée plénière du conseil régional, ils ne sont pas là pour défendre les ouvriers, les petites gens, et ils ne votent rien dans notre sens, franchement. Et ça, il faut le dire, comme David l'a dit, comme Sylvana l'a dit, comme Émeric, il faut le répéter absolument. Parce que ce qui va se passer au municipal, avec le désespoir qu'il y a dans nos petites communes, dans nos petits villages, où les gens vont travailler sur des villes un peu plus grandes, eh bien c'est ça qui peut se passer. C'est qu'ils risquent de voter par désespoir pour un parti qui ne fait pas le travail social, qui ne le fera jamais. Ils ont un autre projet dans la tête. C'est pas notre projet, hein. Voilà. Oui, le projet, c'est évidemment diviser pour mieux régner. Est-ce que tu veux réagir par rapport à ça, sur comment ça se Au déroule Sénat, justement? oui, bah, au Sénat, ils ont pas de. Ils sont que 4 et ils comptent pas énormément. Je voulais juste revenir sur la question de la nationalisation. Parce elle est, je vais le dire comme ça. La nationalisation, c'est encore marqué idéologiquement, on va dire. Hein, c'est marqué, c'est plutôt marqué à gauche. Quand on parle de nationalisation, on va faire référence à ça. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de réussir à démontrer, et c'est Sophie qui en parlait aussi, et Sophie Binet qui en parlait la semaine dernière, et je trouvais que c'était extrêmement pertinent. Il faut réussir à montrer que non, c'est plus partisan. Il faut dépasser ce côté-là et défendre aussi qu'il y a un enjeu, l'enjeu de souveraineté nationale. C'est pas juste un mot. C'est si on perd l'acier, on perd la matière, et on est en train de perdre l'acier pour l'instant avec la logique gouvernementale. C'est pas Mittal qui décide, hein, c'est enfin bon. On est en train de perdre l'acier, qui est la matière est indispensable, essentielle, tu le disais tout à l'heure, mais il y a pratiquement aucune construction qui peut se faire sans acier. Alors oui, on va en acheter ailleurs, ça se fait déjà, mais c'est pas ça la souveraineté. La souveraineté, c'est pas dépendre de tous les autres pays, y compris ceux qui produisaient en France juste avant, dépendent de la qualité, dépendent du prix, dépendent des conditions de fabrication. C'est ça qu'on est en train de préparer. Donc, on perd la question de la souveraineté, tout le monde l'a à la bouche, quel que soit le bord politique. Et ben, une des conditions, on a presque perdu la bataille par rapport à l'alimentation. On ne doit pas perdre la bataille par rapport à l'acier. Je trouve que c'est aussi ça. C'est bien sûr, c'est nous qui allons le défendre, mais à un moment donné, il faut cranter sur le fait que si on continue à se bagarrer de façon partisane sur cette question-là, le résultat, c'est que on perdra tous, y compris ceux qui sont opposés. Je parle même pas, j'évoque même pas l'extrême droite, dont on sait tous que c'est juste, oui, effectivement, ils sont dans les piquets de grève, ils viennent voir les ouvriers, tout ça, mais non, ils vont pas voir les ouvriers, ils vont rencontrer les patrons. En tout cas, moi, chaque fois que je suis allé sur un site, eux, ils sont allés rencontrer les patrons, et nous, on est allés voir les ouvriers. Je voudrais rajouter aussi quelque chose. Quand on contre-argumente, parce qu'en fait, c'est ce qu'on va aussi essayer, enfin, en tout cas, je pense que je vais le dire demain, on nous rétorque que ça coûte cher, la nationalisation. Mais décidément, je cite beaucoup Sophie Binet, mais c'est normal. Et je trouvais qu'elle avait une idée extrêmement intéressante. C'est chiffrons le coût de l'inaction. Ça fait référence aussi aux 211 milliards. Mais Mittal, parce que c'est pas Arcelor qui a reçu de l'argent, c'est Mittal. Là, pour le coup, on peut les séparer. Mittal, qui d'ailleurs annonce que son groupe se porte plutôt bien. Il n'y a pas de difficulté. Hein, c'est tout cet argent public, tous les ans, depuis que Mittal a repris Arcelor. Alors que quand on met en regard de cet argent public versé, l'état dans lequel se trouvent certains sites, parce que la décarbonation n'a pas été réalisée, certains sites, en tout cas à Florange, apparemment, ils dépeignent quelque chose de complètement sinistré. Tout cet argent-là est effectivement, là, pour le coup, perdu pour l'État, c'est de l'argent public. Il faut qu'on estime ce coût-là aussi. Hein, c'est pas que le coût aujourd'hui de la nationalisation qu'il faut compter. Et ce qui est, là pour le coup, on peut se mettre en colère.
Ce qui est encore plus grave, c'est que malgré le projet de Mittal de partir, annoncé, avéré, démontré, on continue à l'aider pour un soi-disant four électrique à Dunkerque. Tout le monde devrait être scandalisé. Et je reviens sur les 211 milliards parce que c'est un rapport d'enquête du Sénat et dans une commission d'enquête, les commissions d'enquête sont construites. Alors c'est vrai que c'est notre camarade Fabien Gay qui était co-rapporteur, d'accord? Co-rapporteur, c'est vrai que c'était une idée à nous, c'est vrai, mais les commissions d'enquête, elles sont structurées proportionnellement aux différents groupes dans le Sénat. Ça veut dire que majoritairement, c'était des républicains et des centristes. Et ce rapport a été admis, voté à l'unanimité. Alors effectivement, ils ne savent pas trop comment se dépêtrer maintenant de ce rapport d'enquête-là, mais n'empêche, ce n'est pas les communistes qui l'ont voté. C'est bien le Sénat qui a voté et reconnu les résultats de ce rapport d'enquête. Après, c'est notre travail à nous de leur rappeler qu'il y a toujours ces 211 milliards par an, pas sur les 10 dernières, par an, d'aides publiques dont on ne sait pas exactement comment elles ont été utilisées. Oui, tout à fait. Donc, ce que tu dis, c'est aujourd'hui une question de bon sens, finalement, de dire il faut reprendre la main sur la production, il faut faire en sorte qu'on maîtrise cette production au service des populations, des salariés, des usagers et de la transition écologique. Et tu le disais, enfin, 3 milliards, je le répète, je l'ai dit au début de cette émission, mais 3 milliards de dollars en 2025 de bénéfices nets pour ArcelorMittal. On n'est pas face à une entreprise qui est en péril de cessation d'activité. Ça n'est pas vrai, loin s'en faut. Et par ailleurs, effectivement, si la nationalisation reste marquée politiquement, il n'empêche que l'État, encore très récemment pendant la pandémie, a pu opérer à des réquisitions d'entreprises lorsqu'elles étaient stratégiques pour garantir notre sécurité sanitaire. Est-ce que nous avons envie de revivre les situations de pénurie que nous avons connues à ce moment-là? Je ne suis pas sûre, mais c'est aussi la question qui se pose avec Arcelor. Et de la même façon, eh bien, à l'inverse, le fait de dire renationalisation aujourd'hui, et tu le disais, Émeric, dans ton intervention tout à l'heure, c'est porter aussi un autre projet de société, un autre projet productif. Le parti a d'ailleurs relancé, il y a quelque temps maintenant, une campagne pour une nouvelle industrialisation qui s'appelle Produire et protéger. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus par rapport à ça et en même temps, si tu veux réagir à ce que les autres ont déjà dit? Oui, surtout réagir, parce qu'en réalité, c'est une bataille de longue haleine. Mais je commence par un point qui a été abordé par Marie-Ange, qui disait mais s'il y a plus d'entreprises, comment on va faire avec les alternants, etc. Il y a un immense paradoxe dans la situation industrielle du pays. C'est-à-dire qu'à la fois, on détruit des emplois, il y a des emplois non pourvus dans l'industrie aussi. Et on a parlé de rejeter la faute à l'immigré, etc. Mais ce système-là est savamment entretenu volontairement par les ennemis des travailleurs qui se trouvent au Rassemblement national. On ne forme pas assez dans le pays de métallos, de chaudronniers, de soudeurs de précision. J'en sais quelque chose, au chantier de l'Atlantique, qui sont aussi dans mon département. On n'en forme pas assez. Donc on peut toujours pleurer des larmes de crocodile en disant il y a des travailleurs détachés. On n'en a pas assez sur le territoire national parce que la bataille industrielle est aussi une bataille idéologique. Krasuki, en son temps, disait on ne veut pas devenir le bronze-cul de l'Europe. En réalité, à force de théoriser les pays de tête d'œuvre et les pays de main-d'œuvre, on a tout perdu, la tête d'œuvre et la main-d'œuvre. Et c'est ce qui est encore en train de se passer sur Mittal, où ça part à l'étranger, l'ensemble de tout ça. Et je rappelle que le Rassemblement national, Front National à l'époque, ne s'est pas opposé à la directive des travailleurs détachés, contrairement à notre groupe qui ne voulait pas de cette concurrence entre travailleurs à l'échelle européenne. Donc on a là encore une manifestation d'un système qui est entretenu par le Rassemblement national savamment pour surfer sur le désespoir. Ensuite, il y a tout un débat. On est en train beaucoup de parler, les élus locaux, les élus, les attentes des forces syndicales vis-à-vis des élus. À la fin, d'abord, oui, on nous a suffisamment dit l'État ne peut pas tout faire, mais il ne peut pas rien faire du tout. On est en train de démonétiser la République dans son pouvoir d'agir. Et on a avec Emmanuel Macron la manifestation d'un pouvoir politique d'État
qui, jusqu'à sa propre mort cérébrale politique, est déterminé à servir les puissances d'argent qui l'ont mis au pouvoir. Mais à la fin, il y a un éléphant dans la pièce, c'est le patronat, dont on est très très peu à parler. Très très peu. À la fin, à part Fabien Roussel, je ne sais pas qui est allé prendre de face Patrick Martin, le président du MEDEF, plusieurs fois, à la télé. Il est même venu ici dans les bureaux, pour rien vous cacher, pour un débat organisé par un journaliste, et puis sur BFM Télé. Je rappelle un truc, parce que c'est le cœur du sujet. Le camarade Fabien Gage, que David connaît très bien, quand il est arrivé à la tête du syndicat Renault, bref, en tout cas, syndicaliste, dans les années 90, il y a Louis Schweitzer qui arrive à la tête de Renault. Et il dit, vous allez voir, ça va être super, je vais faire un taux de bénéfice à plus de 5%. 5%. Aujourd'hui, le patronat impose des taux de profit à 2 chiffres. Et ça mène le monde dans le mur. Et c'est pour ça qu'ils ont recours à la coercition, qu'ils imposent à l'État de capter des revenus de nos impôts pour alimenter leurs dividendes et qu'ils imposent à l'État de s'opposer de manière de plus en plus violente à tout ce qui conteste. 1000 syndicalistes CGT, Sophie Binet elle-même, qu'on a beaucoup évidemment cité aujourd'hui, traînée devant les tribunaux par une organisation patronale, c'est la fin de cycle de tout ça. Et ils n'ont pas intérêt à ce que les travailleurs, les pouvoirs publics, les élus locaux, nous contrôlions tout leur petit business. Parce qu'à la fin, David en parlait, le nouvel accord, s'il rentre en œuvre signé en Inde, c'est 0% sur l'acier de taxe, 0%. Donc, on va avoir tout cet acier-là qui arrive et vous verrez que dans quelques années, Mittal va nous dire on n'est pas compétitif, les enfants, il va continuer à fermer des sites. Ils l'organisent eux-mêmes, la concurrence. Les groupes français ont plus de... Ils nous parlent des Chinois, mon Dieu, la menace chinoise. Ils ont plus de 1000 filiales en Chine. Ils en ont le double aux États-Unis. Voilà pourquoi ils veulent rien faire. Voilà pourquoi quand Trump déstabilise la paix mondiale, les mécaniques commerciales mondiales, ils se taisent et ils font le dos rond et ils demandent à l'État français et à l'Europe de faire pareil. Donc nous en sommes là, dans un affrontement de classe qui n'a jamais été aussi violent, mais quand on le met à jour et quand on le met à nu, moi je suis persuadé qu'on peut obtenir des consensus très larges dans notre société. Parce que, je veux rassurer David, il n'y a pas un communiste qui va faire la leçon aux travailleurs pour dire comment ils doivent s'organiser entre eux avec l'organisation syndicale, leur dire quelle méthode de lutte ils doivent organiser. Il y en a d'autres qui le font à gauche, mais c'est pas nous. Et de la même manière, il n'y a pas que le Parlement dans la vie. Vous entendrez jamais un communiste, même ma camarade parlementaire à côté, même ma camarade élue locale comme moi, vous dire votez pour nous et tout va changer. C'est un mensonge. On a besoin de la lutte organisée. Et ce que nous avons en commun, vous dans le rapport de force sociale, organisé dans leur entreprise par les travailleurs eux-mêmes, et tout le reste de la société, donc les forces politiques aussi, c'est la bataille d'idées. Quand une idée s'empare des masses, elle devient une puissante force matérielle, disait le philosophe. Eh bien, moi je crois que la reconquête industrielle passera par la bataille d'idées pour nous dire pourquoi c'est précieux. Voilà pourquoi ils sont très timides au gouvernement. Ils n'osent pas trop en parler parce que si on met à nu cette réalité-là, on peut obtenir des progrès très importants et très rapides. Et ils ne veulent pas le mettre à nu parce que ce sont les alliés du capital. Et nous mettons tout ça à nu. Et si nous le faisons, nous pouvons obtenir des progrès assez rapides. En tout cas, moi, je suis persuadé qu'avec la lutte que vous avez menée, avec ce que nos camarades sont en train de mener au Parlement, avec tout ce qu'on fait sur tous les territoires, avec des milliers de communistes et bien d'autres avec en main la pétition, on peut gagner sur cette affaire-là. Et il faut qu'on gagne sur cette affaire-là. Sinon, on va vers d'autres déconvenus. Merci, c'est très clair. L'objectif, c'est, on le dit depuis le début, ne pas continuer à surfer sur le désespoir et construire le rapport de force nécessaire par la lutte.
à tous les niveaux pour pouvoir faire gagner cette bataille des idées. Et justement, pour te laisser le mot de la fin, David, est-ce que tu peux nous parler des prochaines étapes au niveau de cette lutte et peut-être répondre, on a beaucoup parlé, on a évoqué en fond le contexte international aussi. ArcelorMittal, c'est une boîte qui est présente dans d'autres pays en Europe. Puis il y a déjà un travail du comité social européen des salariés. Est-ce qu'il y a aussi des choses qui sont prévues à ce niveau-là, au niveau européen, par ArcelorMittal? Et sinon, en France, quelles sont les prochaines étapes pour les salariés? Beaucoup de questions. Non, alors de toute façon, nous, la lutte, elle est organisée dans la CGT, dans sa globalité, et des réunions, souvent des réunions de coordination du groupe CGT. Alors, juste pour rappel, hein, moi j'aime bien le dire, hein, les seuls aujourd'hui qui portent la nationalisation des organisations syndicales, c'est la seule CGT. Donc, les autres organisations syndicales ne défendent pas ce projet de nationalisation. Donc ça, j'aime bien le dire quand même parce que il faut être clair aussi avec les salariés. D'ailleurs, quand on va sur le terrain pour débattre et puis gagner la bataille des idées, derrière, on nous dit boum, on nous casse derrière. Donc voilà, donc les seuls qui se battent là-dessus, c'est la CGT. Mais on sait pourquoi on se bat, c'est pour garder notre souveraineté nationale sur cette question de l'acier. Sur le processus de lutte, alors il est important, hein, puisque, comme on l'a dit, ça arrive demain au Sénat, mais où ça va être le plus important, je pense, c'est au mois de juin. Donc, apparemment, le 11 juin, ça reviendra à l'Assemblée nationale. Là, il y aura un vote en deuxième lecture. Je crois que ça s'appelle comme ça, la deuxième lecture. Donc là, il y aura le vote. Donc nous, jusqu'au mois de juin, on continue dans les ateliers à convaincre, à faire des argumentaires, à expliquer ce que c'est une nationalisation, c'est à expliquer combien coûte la nationalisation à l'État et combien coûterait à l'État si demain on ferme tous nos usines en France. Parce que là, c'est des milliards. Hein. Là, 15 000 salariés, c'est des milliards derrière. Hein. Parce que derrière, c'est les allocations chômage, c'est l'accompagnement à la reconversion, c'est les dépollutions. Et ça, les dépollutions, c'est le territoire, hein, c'est pas l'État, hein, c'est pas Mittal qui va le payer. Hein. Donc, c'est les collectivités locales. Hein. Donc là, il y a plein de sujets. Donc, on le dit, ce qui coûte cher, c'est de perdre nos emplois, c'est de perdre notre industrie, c'est pas la nationalisation. Et ça, c'est un gros combat qu'on mène, un gros combat. Et ça, de toute façon, comme dans les forces politiques, comme dans les forces syndicales, on est là pour gagner la bataille des idées et pour transformer la société. Voilà. Sur la question européenne, alors après-demain, pardon, il y a un comité d'entreprise européen qui va acter, donc c'est une information consultation, sur le plan Zénith 2, puisque je rappelle qu'il y avait un plan de délocalisation des fonctions support qui s'appelait Zénith 1. On parle beaucoup de 630 délocalisations, hein. Mais il faut savoir qu'avant ça, il y a déjà eu un site de Reims qui était fermé, le site de Denain qui a été fermé, ce qui représentait déjà 150 emplois, et encore des sites dans la distribution, de plus petits sites, mais quand on additionne, ça fait encore des centaines d'emplois. Donc, avant le deuxième plan, on était déjà à 1000 emplois. Le deuxième plan, le plan Zénith 2, comme ils appellent ça, c'est 1650 emplois en France. C'est 5600 en Europe. Donc là, nous, ce qu'on essaie de construire aussi, c'est que la bataille s'élargisse au maximum avec les autres syndicats européens. Évidemment, on ne vient pas sur le sujet de la nationalisation parce que c'est compliqué. C'est compliqué avec certains syndicats européens. Donc, on vient surtout sur le sujet des questions industrielles et d'où l'intérêt de garder nos souverainetés en Europe sur la question de l'acier. C'est là-dessus qu'on mène la bataille. Donc, il y aura un rassemblement qui est prévu normalement au Luxembourg le 26, donc par différents syndicats qui siègent au niveau du comité d'entreprise européen. Oui, c'est 6 février, donc après le 26, oui. Donc là, c'est aussi un sujet. Il faut construire la lutte plus largement puisque d'autres pays européens sont touchés aussi. Hein. Il n'y a pas que la France. Hein. Les délocalisations, elles concernent tous les pays. Donc voilà, donc on essaie de mener la bataille là-dessus. Et l'objectif, bien évidemment, notre objectif premier, c'est de nationaliser ArcelorMittal. Nous, au niveau de la France, c'est celui-là. Donc on va continuer à créer le rapport de force. Pour ma part, il n'est pas encore suffisant. On doit encore gagner plus la bataille des idées. Et pour gagner la bataille des idées, au niveau de l'opinion publique aussi, puisqu'il y a les populations aussi qui doivent nous soutenir sur cette question-là, puisque vous l'avez bien rappelé, sur un emploi industriel, c'est 3 emplois induits derrière. Donc ça touchera tout le monde. Donc évidemment, il faut faire appel aussi à la solidarité
et à la population pour gagner cette bataille des idées et qu'on fasse bouger les lignes, notamment aussi politiquement, parce que je pense qu'on peut les faire bouger. Donc la victoire, pour moi, elle sera belle et elle sera le 11 juin à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. On va s'en arrêter là, mais ça sera le mot de la fin. Cette bataille, elle va être menée, elle n'est pas terminée et on va tout faire pour gagner cette bataille en faisant en sorte d'avoir une convergence entre les salariés, le travail institutionnel, les populations et à l'échelle européenne aussi. C'était la première émission qu'on faisait, donc c'est un peu un crash test. N'hésitez pas à vous mettre vos commentaires en dessous de cette vidéo et à nous dire aussi quelles sont les thématiques que vous aimeriez voir abordées pour les prochaines vidéos. Je vous remercie à tous et toutes et je vous souhaite une très bonne journée.